Bienvenue à ce dernier R&D Corner de l'année 2025, pardon, avant qu'on commence l'année 2026. Au programme aujourd'hui, donc on aura, comme à notre habitude, une introduction et une présentation de Cap Digital, une présentation d'un dispositif qui s'appelle AI Matters, qui fait partie des TEF, des Testing and Experiment Facilities, qui sera donc présenté par le CEALIST. Ensuite, je passerai en revue sur quelques appels à projets européens. On enchaînera ensuite sur la partie appels à projets nationaux avec l'intervention de notre partenaire Sharpstone sur la nouvelle version de l'appel à projet IDEMO, donc la 5e version, qui comporte quelques nouveautés. Et ce sera l'occasion de vous faire un petit rappel de ce dispositif. Ensuite, on enchaînera avec quelques dispositifs régionaux. Et enfin, notre collègue Claire interviendra pour présenter l'AMI du Climate Data Hub. Et on terminera par les événements à venir et les autres opportunités. Donc, avant de débuter et de laisser la parole à nos intervenants, je vais vous rappeler un petit peu pour ce qu'est Cap Digital, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, on est une structure, un pôle de compétitivité qui existe depuis 20 ans. On fêtera notre 20e année en 2026. On est une équipe d'environ 30 personnes et on est accompagné par un réseau d'experts que je présenterai juste après. On rassemble à peu près 700 structures adhérentes avec une très forte majorité de start-up et de PME, mais on a également beaucoup de grands comptes, des écoles et des laboratoires de recherche comme les CEALIST, des collectivités territoriales et enfin des fonds d'investissement. Cap Digital, c'est aussi beaucoup d'événements qu'on organise tout au long de l'année. Si vous nous suivez, vous êtes sans doute au courant qu'on organise beaucoup d'événements pour discuter des différents sujets qui font la vie du pôle. On en reviendra à la fin du webinaire sur quelques-uns qui sont à venir. Quelques chiffres clés qui représentent également les différentes équipes et différents services de Cap Digital. Donc nous, sur l'équipe R&D, on a accompagné depuis 2006 un peu plus de 3500 projets vers la labellisation, qui ont fait une demande de labellisation des projets. Environ 1 sur 2, très précisément en 1927, ont reçu le fameux label. Et enfin, sur ces projets labellisés, à peu près encore 1 sur 2 ont été financés. On a sorti quelques chiffres sur l'année 2023. On est en train de consolider sur 2024. Mais sur 2023, on a estimé qu'on était à 40% de taux de succès des projets labellisés sur les dispositifs BPI France, alors qu'au global, le taux de succès est plutôt autour de 25% sur ces mêmes appels. Ensuite, quelques chiffres métriques sur le montant total cumulé des projets et les aides que ces projets ont donc perçues. On a également une équipe Open Innovation Expérimentation qui viendra présenter le Climate Data Hub notamment, qui met donc en place des programmes d'Open Innovation d'expérimentation entre des grands groupes et des collectivités, et entre des collectivités et des collectivités et des startups, pardon. On a aussi également une équipe Europe qui est très active et qui s'occupe à la fois de faire en sorte que Cap Digital participe à des projets européens, mais également de faire participer nos adhérents à des projets européens. Donc là-dessus, on va mettre en place des actions à venir dans les prochaines semaines en vue du lancement des Work Programmes 2026-2027 du programme Horizon Europe. On communiquera dessus prochainement. Et enfin, on a aussi notre équipe animation communication qui s'occupe d'aide au développement des startups telles que de la présence sur des salons, comme le Smart City World Expo Congress en novembre dernier, et d'autres événements parfois aussi en Ile-de-France tout au long de l'année. Pour nous rejoindre, un petit extrait de la grille des cotisations. Pour une start-up, c'est à partir de 350 € la première année. Et ensuite, on a aussi un extrait pour les autres types de structures adhérentes qu'on retrouve ici. Le CERD Corner, qui vous est proposé par l'équipe R&D de Cap Digital, Alexandre à mes côtés et moi-même. On s'occupe tous deux de l'accompagnement de nos adhérents vers la recherche de financement pour leurs projets de R&D, que ce soit des financements portés par des opérateurs comme l'ANR ou BPI France, Banque des Territoires. C'est avec nous que ça se passe. On a mis en place un formulaire en ligne pour préqualifier votre projet et savoir un petit peu
voilà, avoir quelques informations avant un rendez-vous et également une adresse générique pour entrer en contact avec nous. Avant de passer sur la présentation des dispositifs, donc un petit rappel quand même de la définition des financements, et donc en particulier deux régimes qui vont nous intéresser pas mal. Donc d'un côté la règle des minimis, qui est une aide au développement commercial, qui permet donc de recevoir jusqu'à 300 000 € d'aide publique sur 3 exercices fiscaux consécutifs, pour donc de l'aide au développement commercial des entreprises. En Ile-de-France, peut-être vous connaissez les dispositifs TPE et PME qui vont vous permettre de faire financer de recrutement de profils commerciaux, présence sur des salons à l'international, ce type de dépenses. Et d'un autre côté, on va avoir tout ce qui est donc le régime RDI, qui donc lui vise à financer la R&D, de la recherche fondamentale jusqu'au développement expérimental, avec donc qui n'est pas plafonné, et donc qui va avoir un taux variable en fonction de la maturité de la technologie et également du caractère collaboratif ou non du projet. Côté R&D, donc nous, notre accompagnement, il se présente comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc déjà la sensibilisation avec des événements comme celui d'aujourd'hui, et d'autres dans lesquels parfois on peut inviter les financeurs à présenter un appel à projet spécifiquement. Également tout ce qui est l'accompagnement et donc les rendez-vous diagnostiques qui vont permettre donc de préqualifier le projet, vous orienter vers le bon après la projet pour financer le projet, et également donc en lien avec nos community leaders, tout ce qui est la mise en relation avec d'autres adhérents de Cap Digital, que ce soit d'autres entreprises, pour faire également des projets public-privé, partenariats public-privé, ou chercher des terrains d'expérimentation. Voilà, on est là pour vous accompagner sur ces mises en relation. Et donc, le cœur de l'activité, ça va être la labellisation des projets. Une fois que votre projet est prêt, que vous souhaitez vous positionner sur un dispositif en particulier, on peut vous permettre de faire une demande de labellisation auprès de Cap Digital. Donc, c'est une labellisation qui s'appuie sur un réseau d'experts. Et l'idée, c'est de faire évaluer votre projet par donc ces personnes qui sont spécialisés dans le domaine de votre projet et qui vont relire le projet, l'évaluer, et en fonction des meilleures notes, vous allez pouvoir recevoir le label Cap Digital, donc qui est un label pôle de compétitivité reconnu par les financeurs publics, et donc comme je disais tout à l'heure, vient augmenter les taux de succès de financement. Et donc ensuite, si votre projet est financé, ce que l'on vous souhaite, toute notre équipe animation également sera là pour mettre en visibilité le projet et le valoriser auprès de l'écosystème français et européen de votre secteur. Donc, comme je disais, on est accompagné par un réseau d'experts, environ 200 profils, qui vont couvrir à la fois la partie technologique, toutes les différentes technologies que l'on adresse chez Cap Digital, les différents marchés. Donc pour rappel, on est très présent sur les industries culturelles et créatives, le territoire intelligent et durable, la santé numérique et le retail et le commerce. Donc voilà, on a des experts sur tous ces différents marchés, des experts également plutôt axés business, et enfin avec des experts avec des compétences plutôt transverses, donc sur les sciences humaines ou autres. Voilà, avant de donner la parole donc à nos intervenants, un petit rappel sur des dispositifs qui peuvent, des possibilités qui peuvent vous intéresser en tant qu'adhérent. Le diagnostic propriété intellectuelle dans le cadre de notre partenariat avec l'INPI. L'idée, c'est de faire un diagnostic sur votre stratégie de propriété intellectuelle afin de mettre en place une stratégie dans votre roadmap. Donc voilà, là-dessus, n'hésitez pas à vous inscrire sur le lien qui sera dans les slides que vous recevrez. Nous sommes également partenaires d'un consortium Hyperion pour le dispositif French Tech Seed, donc qui vous donne la possibilité d'avoir accès donc à des obligations convertibles dans le cas où vous seriez en phase de levée de fonds. Voilà, les quelques critères de sélection, c'est d'être une start-up de moins de 3 ans, donc être en phase de levée de fonds à plus ou moins 6 mois, comme je disais, et donc répondre aux 4 critères de la Deep Tech, donc la collaboration effective avec un laboratoire de recherche, une présence de fortes barrières à l'entrée de verrous technologiques, le caractère
donc différenciant par rapport à la concurrence, et un go-to-market long. Voilà, donc c'est un deadline, c'est des dépôts qui se font réellement au fil de l'eau. Voilà, on est à disposition pour discuter si vous souhaitez avoir des informations là-dessus. Ça peut vous permettre donc d'avoir jusqu'à 250 000 euros d'obligations convertibles dans la limite de 2 euros pour 1 euro en equity. Et dans certains cas, je dis bien, le BPI peut également aller au-delà de cette limite. Et enfin, donc, un rappel de notre réseau de partenaires pour soutenir les projets de R&D. Donc, on a sélectionné en début d'année, en septembre 2025, donc 6 cabinets pour accompagner nos adhérents sur les différents aspects des projets de R&D. Donc, tout d'abord, l'aide à la réaction des projets sur les appels à projets régionaux et nationaux avec Dynergy et Sharpstone qui interviendra juste après. Sur la partie plutôt financement européen, on a sélectionné PNO Innovation et LGI. Et enfin, sur la fiscalité de l'innovation, donc tout ce qui est dispositif CIR, JEI, IPbox, les cabinets FRS Consulting et Finali. Voilà. Donc on a également quelques experts aussi qui ont ce rôle-là. Donc voilà, n'hésitez pas à nous demander si vous souhaitez être mis en relation avec eux. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à notre premier intervenant, donc David Servat, responsable des affaires européennes au CEA List, qui va venir nous présenter la TEF AI Matters. Ok, très bien. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis David Servat, je suis responsable d'affaires européennes au CEA List. Et en particulier, je travaille dans l'équipe de coordination du projet AI Matters, dont je vais vous parler ce matin, qui est un dispositif d'aide, on va dire, d'accès à des espaces de test et d'expérimentation pour des entreprises dans le domaine du manufacturing et qui vient compléter un dispositif dont vous avez peut-être entendu parler également, qui sont les EDIH. Donc je vais faire un petit tour d'horizon pour les gens qui ne connaissent pas sur finalement au départ le point de départ de pourquoi encourager l'adoption de technologies par les PME. Alors je suis tombé récemment sur une étude qui est relayée par la Fabrique de l'Industrie. Je vous encourage à aller la consulter parce que c'est assez intéressant. Il y a une comparaison qui est faite entre trois grands pays européens, hein, France, Allemagne, Italie, sur la perception en fait finalement de l'intérêt d'adopter des technologies auprès de PME et d'ETI. Donc je crois que c'est un échantillon de 1200 PME et ETI. C'est assez rigolo de regarder ça parce que c'est assez fouillé. Hein. Ils parlent également de différents secteurs, de différentes technologies. Donc il y a des choses à en tirer. Globalement, ce qu'on observe, c'est quand même qu'il y a finalement un frein à l'adoption de ces technologies par les PME qui ont du mal, alors peut-être que c'est faute de temps, faute de moyens, à percevoir finalement les gains et le retour sur investissement qu'ils vont pouvoir bénéficier assez rapidement en réalité de l'adoption de technologies. Un autre point, c'est que finalement, on se rend compte que les technologies, particulièrement ces derniers temps avec l'avènement de l'IA, IA générative également, les technologies évoluent très vite et en fait, les PME ont du mal à suivre le rythme et à évaluer à quel point il est important d'investir dans une techno aujourd'hui plutôt que d'attendre que celle-ci devienne suffisamment mature dans tel ou tel domaine. Et le résultat, c'est que quand on regarde le panorama, en particulier là, le petit slide à droite, l'encadré à droite, finalement, on se rend compte qu'il y a trop de technologies qui sont marginalement mises en œuvre. Et c'est étonnant parce que, bon, là c'est écrit petit, hein, je vous encourage à regarder dans l'étude, mais en fait il y a des technologies qui sont assez standards, hein, l'usage de jumeaux numériques, la robotique collaborative, etc. C'est quand même pas des choses qui sont extrêmement novateurs, on va dire, à l'heure actuelle, et ils sont encore peu développés. Donc, finalement, quand on fait un peu le bilan de tout ça, on a l'impression que ce qui manque en fait aux PME, aux TI, pour se lancer là-dedans,
c'est peut-être un accompagnement à expérimenter ces technologies, à avoir des experts qui les guident, qui leur offrent en fait un premier niveau d'expérimentation, de test de ces nouvelles technologies adaptées à leurs besoins, et éventuellement également étendre le champ des possibles en travaillant avec des offreurs de solutions qui, eux, pour le coup, ont peut-être également un manque d'accès à des infrastructures dans lesquelles ils pourraient tester leurs solutions dans des environnements qui représentent l'environnement de leurs clients finaux. Par exemple, une sorte de... une partie d'une usine robotisée, par exemple, qui est difficile d'accès a priori quand on est une start-up ou une PME et que l'on ne travaille pas explicitement déjà avec un client identifié. Donc tout ça vient finalement dans l'idée de combattre ce problème-là, d'accès à des infrastructures de test et d'expérimentation. Il y a eu une réponse européenne qui a été coordonnée autour de cette idée donc phare d'ouvrir des espaces de test et d'expérimentation en s'appuyant en fait sur un réseau de personnes relativement fiables. Pourquoi ? Parce que déjà bien impliquées dans la R&D, dans le paysage européen, et également qui ont une neutralité, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas non plus être là pour vendre leurs équipements, ou orienter l'utilisation de solutions particulières, que sont les RTO. Donc les RTO, les acteurs du transfert de technologie en Europe, dont le CEA-List fait partie. Alors, quelles sont cette réponse européenne ? Donc, elle s'articule, vous voyez sur le petit schéma, là, je ne veux pas passer trop longtemps, mais en gros, il y a un premier niveau qui est finalement un réseau de DIH, donc les European Digital Innovation Hubs. Donc, c'est en gros des centres qui sont là pour offrir des premiers services aux entreprises qui en auraient besoin, d'accompagnement, de conseils en investissement, de formation, de premier niveau peut-être de test, de solutions. Et un deuxième niveau qui sont les TEF, donc les Testing and Experimentation Facilities, qui ont vocation à ouvrir des grands ensembles de tests et d'expérimentation robotique, par exemple, de capteurs, de grands ensembles, et qui offrent ces accès avec un accès subventionné pour les PME. Et puis, ce dispositif se complète au fur et à mesure par d'autres éléments. Donc, on a les espaces de données avec AI on Demand et l'accès au HPC avec AI Factories. Donc, ça, c'est assez récent. Ça continue. Donc, c'est un paysage qui continue à évoluer. Mais bon, il y a deux piliers, les EDIH et les TEF, et dans lesquels le CEA-List est très impliqué. Alors, pourquoi très impliqué ? Parce que, en fait, l'une de ces TEF dédiée au manufacturing, c'est le projet AI Matters, et le projet AI Matters est coordonné par le CEA-List et en fait pilote un réseau de partenaires qui sont implantés dans 8 pays avec 21 partenaires, avec un budget considérable, 60 millions d'euros, cumulant Europe et national, voire régional, selon les modalités. Un projet de 5 ans qui vise donc dans chaque pays à développer l'accès à des infrastructures de test et d'expérimentation. Donc il y a, vous voyez les pays qui sont impliqués, la plupart donnent accès à des espaces énormes permettant de réaliser des expérimentations robotiques, par exemple. Alors, les objectifs clés du projet Amateur, j'en ai parlé. L'idée, c'est d'offrir un réseau d'infrastructures de test et d'expérimentation, majoritairement pour tester des solutions d'IA dans des équipements qui vont ensuite être utilisés dans le contexte du manufacturing. L'idée, c'est de fournir ça sous forme, des services d'accompagnement, donc avec de l'expertise, du développement, la possibilité de développer ses propres tests, et faciliter cet accès aux PME et aux startups avec un mécanisme de subvention de ces services. Alors, le projet a déjà démarré depuis quelques années. Il a eu du mal à démarrer en raison de problèmes administratifs pour calibrer finalement comment ces services se mettaient en place en Europe. Actuellement, on a en cours 139 contrats de services qui ont été signés. Donc, vous voyez un peu la répartition parmi les pays.
Ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc 82% des clients qui sont des PME. Ça n'exclut pas que les grands groupes puissent venir nous voir pour travailler avec nous dans ces infrastructures. Elles sont les bienvenues. Elles ne bénéficieront pas de baisse de prix liée à la subvention dont je parlais juste avant. Il y a une grande diversité des secteurs, donc majoritairement quand même c'est la production robotisée, l'automobile, mais il y a des secteurs assez étranges comme le textile, l'aquaculture qu'on n'envisageait pas, et avec des entreprises, des PME qui justement viennent toquer à la porte et avec qui on peut travailler sur quelques mois typiquement, donc 2-3 mois, avec un prix moyen d'accès à ces services de 42 kg, mais qui, avec les subventions accordées, donne un reste à charge de 25% à l'entreprise. Donc, ça signe en gros de 10 kg là, en l'occurrence. Alors, comment ça se passe concrètement en France? Parce que bon, là, c'est le paysage européen, mais en France, comment ça se passe? Ça se passe assez simplement parce que tout est centralisé autour de la plateforme Prism du CEA List. Alors, le CEA List est implanté sur le plateau de Saclay, dans le campus de NanoInnov. Il regroupe également les services du EDIH Paris-Saclay, donc je mentionne le logo ici, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas que les services de la TEF dont je parle principalement ici, et du projet AI Matters, mais il y a également toute l'offre qui viennent de nos partenaires du EDIH Paris-Saclay, donc les offres de formation, d'accompagnement, de conseil en investissement, etc. Donc si vous êtes intéressés, venez nous en parler. Donc, comme je l'ai dit, les différents pays impliqués dans le projet AI Matters développent une capacité d'accueil et d'accès à des plateformes de moyens techniques et de capacités de développement technologique. Toutes ces capacités de développement technologique, elles sont regroupées au sein du CEA List dans la plateforme Prism. Alors cette plateforme Prism, elle a vocation, en fait, elle évolue au cours du temps, elle fédère toutes les briques techno qui sont suffisamment matures, développées par nos ingénieurs et nos chercheurs, pour petit à petit construire une offre énorme qui couvre tous les champs du système numérique abordé par notre recherche au CEA List et notre recherche partenariale en général, et autour de quelques grands ensembles qui sont mentionnés ici. Donc il y a la plateforme Spring, la plateforme Prisma, R2I et d'autres capacités dont je vais parler maintenant. Et donc le but en fait de AI Matters, c'est de dire venez travailler sur des besoins de tests et d'expérimentation. Nous vous offrons en quelque sorte un accès privilégié à ces capacités de calcul, ces capacités d'expérimentation qui sont hébergées chez nous. Donc c'est une offre très intéressante en fait pour les industriels avec qui on travaille en général. Alors, il y a un grand plateau de robotique intelligence interactive qui permet en fait de développer des plateaux permettant de reproduire des environnements de production d'une usine en s'appuyant sur l'IA et le jumeau numérique. Donc en fait, on a un terrain de jeu assez énorme qui nous permet de déployer des expérimentations selon les besoins rencontrés par nos partenaires industriels. Il y a différents ateliers qui viennent compléter ça à travers des développements de jumeaux numériques, par exemple. L'usage, bien sûr, de l'IA pour l'industrie, donc pour des fins, par exemple, d'optimisation de processus industriels. Et également pour le déploiement d'outils collaboratifs avec toute l'ingénierie logicielle qui intègre petit à petit des modules d'IA pour accélérer en fait, la création de ces chaînes d'outils. Donc en fait, vous avez accès dans le projet à un ensemble assez complet d'éléments. Et il y a des équipements, donc comme le R2I que je mentionnais précédemment, mais des équipements assez uniques. Donc par exemple la plateforme Spring, qui est une plateforme d'inspection numérique qui a été développée, qui est co-développée avec Safran, donc dans le cadre d'un autre projet qui est mentionné ici, et qui peu à peu va s'ouvrir à l'usage de partenaires industriels hors de ce partenariat particulier Safran-CEA. Ça consiste en fait à être capable de mettre au point des solutions qui permettent de faire du contrôle non destructif à base d'infrarouge thermographique en fait, qui permettent de s'assurer de la qualité d'une
pièce énorme en fait, qui est placée dans une cellule robotisée qu'on voit à gauche et qui est manipulée en fait par ces robots. Et alors l'ensemble de cette plateforme a son jumeau numérique qui permet finalement de la mettre au point. Donc quand des entreprises se posent la question de travailler là-dessus, soit pour acquérir ce genre de solutions, soit pour les enrichir avec des solutions d'IA, des algos dédiés, etc., c'est une plateforme qui permet d'y travailler. Un autre ensemble extrêmement intéressant, c'est la plateforme Prisma qui est sur la fabrication additive, donc qui va permettre en fait de coupler des enjeux d'évaluation de la qualité de pièces réalisées par de la fabrication additive. Là, on parle de fabrication additive métallique, de pièces métalliques, de façon à obtenir tout de suite, au plus près, la bonne pièce. Donc, ce sont des équipements qui sont assez uniques et qui sont rendus accessibles par ces dispositifs. Il y a évidemment des infrastructures de calcul derrière qui permettent de réaliser tout un tas d'apprentissage et de travailler sur des LLM et autres actuellement. Donc on a notre propre cluster de calcul qui déploie quand même des capacités assez intéressantes. Alors bon, c'est pas les grands clusters de calcul du HPC dont on aura accès via les AI Factories dont j'ai parlé tout à l'heure, mais c'est déjà suffisant pour la plupart des applications que nos entreprises et startups souhaitent faire quand elles viennent nous voir. Alors des exemples de cas d'usage, vous voyez, on peut travailler sur le désassemblage, le tri des déchets, un assemblage agile de pièces pour mettre au point en fait des procédés industriels plus respectueux en fait de l'environnement et plus optimisés en termes de coûts, adresser tout un tas de problèmes de logistique. Et comme je le disais, travailler sur la fabrication additive. Il y a pas plein d'exemples, je vous encourage à aller regarder sur le site web, je ne veux pas non plus passer trop de temps là-dessus. Ici, sur ce slide final, je voudrais juste résumer en un mot. Vous avez sur ce site de AI Matters, qui a une déclinaison européenne, mais qui a une déclinaison française, italienne, etc., les modalités d'accès à ces services. Essentiellement, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que le point clé, c'est de venir nous discuter avec nous, expliquer votre problème, voir si finalement il y a une offre de service dans notre catalogue qui peut correspondre à un premier jalon intéressant pour vous en termes de tests, en termes d'expérimentation. Et qu'est-ce qui va se passer ? Finalement, on met en place rapidement un petit contrat industriel qui dure quelques mois, qui coûtera à la PME ou la start-up 25% du prix que ça devrait coûter en termes de contrat industriel standard. Et ça consiste en un jalon, finalement, qui peut-être, et on l'espère, parce que c'est le but qu'on se fixe, de commencer une histoire de collaboration de R&D, ou voire même une histoire de R&D que l'entreprise va mener toute seule par la suite. C'est ça l'idée. J'insiste que c'est un dispositif qui est temporaire. Il nous reste essentiellement 2 ans autour de ce projet. Donc c'est maintenant qu'il faut en venir en profiter. Plus tard, peut-être qu'il y aura des extensions, peut-être que ça va continuer, mais peut-être que ça ne sera pas les mêmes prix, ça ne sera peut-être pas aussi incitatif. Donc PME, start-up, adhérents PME, start-up que vous connaissez dans vos fédérations, dans vos groupes, prenez le temps de venir nous voir. Un autre point pour terminer, ce qu'on cherche et ce qu'on fait assez régulièrement, c'est finalement organiser des visites dans nos locaux pour se rendre compte en fait sur place de ce que ça veut dire, comment ça marche, et on le fait bien volontiers avec des gens qui auront, on va dire déjà préfiltré un intérêt. Il s'agit parce que ça mobilise quand même des gens, donc on veut quand même a priori avoir des gens intéressés à découvrir ça avec nous, et souvent ça donne lieu à des contacts très intéressants qui permettent après de construire une offre intéressante et un contrat qui convient bien aux capacités financières de l'entreprise, à ses besoins et également à l'intérêt des chercheurs et des équipes du CEA qui travailleront avec vous dans ce contexte. Voilà. Merci beaucoup David pour la présentation. On note la possibilité de l'invitation pour faire une visite sur place en groupe, peut-être avec nos adhérents. Ça fait avec plaisir. Une petite question. On avait une petite question qui était est-ce qu'il y a dans AI Matters, est-ce que vous êtes en partenariat ou à venir ou
en cours avec la future cité de l'innovation portée par Sorbonne Université, pardon. Alors, actuellement, donc, le projet iMatter, c'est un consortium fixé, hein, c'est-à-dire qu'en gros, on n'envisage pas de faire rentrer des partenaires, puisque le programme est en cours et va se terminer. Ce qui est tout à fait faisable, par contre, c'est de développer des collaborations inter-partenaires. On est encouragé à le faire, donc n'hésitez pas à venir nous contacter. Et également, il faut savoir qu'il y a un appel qui va s'ouvrir d'extension de ces TEF. Alors je dis les TEF parce que je ne veux pas trop compliquer le débat, mais il y a d'autres dispositifs du même genre, d'autres projets qui ont trait à la santé, aux smart cities et à l'agriculture, l'agronomie. Donc, selon les thèmes, vous pouvez être amené à aller contacter d'autres projets qui peuvent faire sens par rapport à vos activités. Alors ceci dit, la coordination pour le coup n'est pas portée par le CEA, n'est pas portée par des Français, mais la plupart du temps des Français sont impliqués là-dedans. Donc il y a toujours en gros un nœud français, on va dire, dans ces projets. Et puis éventuellement, vous pouvez nous contacter et puis on peut faire suivre sans problème. Donc ouvert à collaboration, pas dans le cadre de ce projet en tant que tel, en tant que partenaire, peut-être dans un cadre futur, lors de prochains appels qui vont s'ouvrir, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ou pas? Ok. Merci beaucoup, David. Merci David. Juste avant de laisser la parole à notre deuxième intervenant et pour terminer sur la partie européenne, je voudrais donc vous partager deux opportunités, notamment celle-ci qui est donc une initiative de l'European Innovation Council, qui lance un nouveau dispositif, un nouveau fonctionnement de dispositif avec les Advanced Innovation Challenge, qui vise donc à identifier assez tôt des innovations de rupture, donc à haut risque et axé sur une demande qui présente donc un potentiel transformateur pour le marché. Donc en particulier dans les domaines où la recherche est intensive et où il y a encore une adoption commerciale assez limitée. L'idée, c'est d'identifier ces technologies dès le TRL 4 avec un fonctionnement en étapes. Donc là, cette année ouvre la première étape de ce dispositif. Avec donc deux thématiques, l'une pour l'IA physique et notamment la robotique et donc l'interaction robotique et IA, et une autre plutôt sur ce qu'ils appellent les nouvelles méthodologies disruptives, c'est plutôt dans le domaine de la santé, biologie, etc. Donc nous intéresse particulièrement celle sur l'IA physique, et donc la première étape permettra de se faire subventionner jusqu'à 300 000 € pour une première étude de marché et une étude de faisabilité de l'innovation. Ensuite, en 2027, s'ouvrira donc une seconde étape qui permettra là de passer jusqu'au TRL 7-8 ou 6-7 avec une subvention équivalente de 2,5 millions d'euros. Donc voilà, ça fera l'objet d'un nouvel appel à projet, mais donc là cette année c'est ouvert pour cette première étape. L'idée, c'est que c'est ouvert donc à la fois à des startups, à des PME ou à des organismes de recherche en candidature individuelle cette année. Et l'année prochaine, ce sera ouvert pour des projets collaboratifs. Et donc uniquement, bien sûr, les projets retenus sur l'étape 1 pourront candidater à l'étape 2. Voilà, c'est un peu un système qu'on voit un peu plus se mettre en place, comme ça allait pour pionnier de l'IA. Voilà, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 26 février 2026. Et l'EIC a également ouvert donc, sa nouvelle édition de l'accélérateur, de l'EIC Accélérateur, à la fois sur les volets Open et Challenge. Donc quelques modifications cette année. Enfin, il n'y a pas de changement sur l'aide max possible, jusqu'à 2,5 millions de subventions et le reste jusqu'à 10 millions d'euros en equity. Donc voilà, là c'est pour le l'EIC Accélérateur, c'est pour des projets donc à TRL 6, pour des projets qui ont leur technologie à TRL 6 et qui peuvent l'amener donc jusqu'à un TRL 9, jusqu'à un début de commercialisation. Ce qui change pas mal cette année, c'est l'instruction, elle est un peu allégée, plus flexible. Le dossier de candidature en première étape est légèrement modifié, mais c'est surtout l'étape 2 où le dossier final maintenant ne fait plus que 20, enfin en réalité 30 pages, donc alors qu'auparavant c'était 50 pages, et donc il y a une possibilité de candidater à beaucoup plus de moments dans l'année,
pour la première étape, c'est tous les premiers mardis du mois qu'on peut candidater. Et ensuite, voilà, je vous ai mis toutes les relèves sur 2026. Donc il y en aura 6 contre 2 l'année dernière, ce qui permet donc voilà, d'être beaucoup plus flexible pour les porteurs de projets. Après, au-delà de ça, la troisième étape ne change pas. Ça reste une audition devant un jury, voilà, un jury composé de 5 personnes. Voilà. Donc, toujours très sélectif, mais quand même un peu plus flexible pour les candidats. Donc voilà, je voulais juste rappeler ces 2 initiatives avant de passer sur la partie nationale et quelques événements à venir. Donc les PCN climat énergie, les PCN numériques organiseront des webinaires pour la publication des nouveaux work programmes d'Horizon Europe. Donc sur le cluster 5 climat énergie, ça aura lieu le 11 décembre, donc jeudi entre 11h et 13h. Et le 18 décembre, il y aura celui organisé par le PCN numérique sur le cluster 4. Voilà, pour passer en revue les nouveaux appels à projets à venir. Et enfin, ces mêmes PCN organiseront le 22 janvier un atelier pour aider à la rédaction des appels des candidatures sur ces dispositifs. Donc pour ça, il faut déposer une pré-version, enfin une sorte de pré-projet sur le lien qui est indiqué ici. Et ensuite, vous serez invité à participer à cette demi-journée. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou... Non. Et donc, je vais maintenant laisser la parole à notre second intervenant, donc Ilyes Dachour de notre cabinet partenaire Sharpstone, pour une présentation du dispositif IDEMO 5. Bonjour à toutes et à tous. Parfait. Merci beaucoup d'être là, ravi de pouvoir vous présenter ce financement que je trouve particulièrement intéressant, donc le financement IDEMO dans sa 5e édition. Donc moi je m'appelle Ilyes Dachour et je suis manager chez Sharpstone. Donc j'aurai l'occasion de présenter Sharpstone un peu plus en détail vers la fin. Et donc ce que je vous propose pour les prochaines 20 minutes, c'est de faire un premier tour sur la théorie et les règles générales de ce financement. Donc ça va constituer une bonne partie de la présentation avant de passer ensuite sur quelques conseils et retours pratiques. Très souvent, on peut avoir quelques informations ou quelques conseils qui vont au-delà de ce qu'on peut retrouver dans le cahier de charge. Donc je trouvais intéressant de faire le tour de ces 2 aspects de l'appel à projet. Avec plaisir. Ouais, ça tombe. Non, il y en a plein qu'on dit, on n'entend plus rien. Est-ce que c'est bon? Parfait. On reprend à zéro. Donc, je m'appelle Ilyes Dachour, je suis manager chez Sharpstone et donc ravi de pouvoir vous parler aujourd'hui du financement IDEMO dans sa 5e version, qui est un financement que je trouve particulièrement intéressant pour différentes raisons que je vais détailler dans la suite de la présentation. Et donc, ce que je vous propose, c'est de faire un premier tour sur la théorie et les règles générales de ce financement. Donc ça va être sur les critères de sélection, sur les modalités de financement, etc. Avant de passer sur quelques conseils et retours pratiques de ce qu'on a pu observer, nous, de notre côté, notre expérience, suite à l'accompagnement de différents projets dans le cadre de ce financement. Et donc, pour commencer, ce que je vous propose, c'est de faire un premier tour sur le contexte géopolitique de l'innovation, parce que ça permet de situer un peu le cadre général de ce financement, qui est un financement générique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un financement thématisé. Et donc,
ce financement, il s'inscrit dans un contexte qui est assez globalisé et assez mondial, qui est une course accélérée depuis ces dernières années vers l'innovation et le leadership technologique. On a d'un côté les États-Unis qui est un pôle historique dans différents secteurs, qui a aussi un écosystème de financement privé qui est assez mature, probablement le plus mature au niveau mondial. On a d'un autre côté la Chine qui, depuis 15-20 ans, a connu une accélération massive dans différents secteurs technologiques, notamment en termes d'industrialisation, en termes de robotique, dans les nouvelles technologies, en IA aussi, dans les énergies renouvelables. Et on a à côté l'Europe qui cherche à garder une certaine souveraineté technologique, une certaine autonomie aussi stratégique au niveau des différentes chaînes de valeur, et qui a donc mis en place différents plans d'investissement pour rester en course. Et donc, dans tout ce contexte, on a également la France qui, depuis 2021, a mobilisé plus de 50 milliards d'investissements via le plan France 2030, dans lequel s'inscrit le financement IDEMO. Et donc, ce financement, il cherche à répondre à 4 grands objectifs. C'est vraiment garantir une souveraineté technologique au niveau national, garantir aussi une résilience industrielle, notamment au niveau de la sécurité des chaînes d'approvisionnement. Ce qu'on a pu voir justement à travers la crise Covid, la guerre en Ukraine, on a une dépendance qui est assez forte à l'échelle mondiale et donc pardon, on a un gros enjeu de résilience industrielle à ce niveau. D'un côté, la transition énergétique reste aussi au cœur des enjeux et donc ça fait partie aussi des gros objectifs de ce plan d'investissement. Et enfin, leadership technologique sur des technologies clés comme l'IA, le quantique, la cybersécurité, mais aussi la santé. Et donc, IDEMO s'inscrit vraiment dans tous ces différents enjeux. Et comme je disais, il s'agit d'un financement qui est générique, donc qui n'est pas thématisé, contrairement à d'autres appels à projets qui vont se décliner via des verticales. Et donc, globalement, il est ouvert à différents secteurs et différentes typologies de projets, mais avec une certaine particularité, notamment en termes d'intensité technologique qui est recherchée. Donc, le financement IDEMO, il cherche à financer quoi? Il cherche à financer et développer des entreprises industrielles sur des marchés porteurs et qui sont créateurs de valeur et de compétitivité. Et donc ça, il y a notamment aussi une dimension de contribution aux transitions énergétiques, mais il y a véritablement une volonté d'accompagner des projets qui sont capables de disrupter des secteurs et des marchés. Donc les objectifs, ils sont présents sur la slide, mais globalement, c'est développer des produits et des services qui sont particulièrement innovants, renforcer la base scientifique nationale. On va donc naturellement privilégier des innovations de rupture, donc on s'adresse vraiment à des projets deep tech, et soutenir aussi des démonstrateurs à échelle industrielle, et là, c'est vraiment quand on est sur des projets qui ont une forte dimension industrielle. Et pour les retombées qui sont attendues, on est à la fois sur des retombées qui vont être économiques à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour l'ensemble du territoire. Donc ça va se faire via des nouveaux produits ou des services ou des nouvelles technologies qui vont être mises sur les marchés. On est aussi sur des retombées attendues au niveau environnemental. Il faut qu'on ait à minima un impact positif sur la transition écologique. Au niveau social également, à travers la création d'emplois, à travers le développement de compétences, le maintien aussi de compétences rares sur le territoire. Et finalement, on a aussi un effet structurant qui est recherché dans le cadre de ce financement, et ça c'est une notion qui est très très importante à garder en tête. Il faut qu'on ait un effet diffusant au niveau de filière. C'est-à-dire qu'il faut qu'on embarque dans le cadre de ces projets différents partenaires, que ce soit des partenaires académiques, que ce soit des sous-traitants, que ce soit des partenaires industriels. Et donc, il faut qu'on ait un effet qui est diffusant au niveau des différentes filières. Et donc, pour le pilotage global, il s'agit donc c'est réalisé par le SGPI, donc le Secrétariat Général pour l'Investissement. Et pour l'opérateur, donc il s'agit de BPI France, qui donc instruit les dossiers en coordination en fonction des différentes thématiques, soit avec l'ADEME, soit avec l'ANR, etc. Quels sont les projets qui sont attendus et qui sont financés dans le cadre de ce financement? Donc on a 2 types de projets qui sont attendus globalement. On a des projets collaboratifs, et donc là l'assiette minimale d'aide, donc c'est vraiment le budget qui est présenté, est de minimum 4 millions, sachant que le consortium doit être porté par un chef de file qui doit forcément être une entreprise. Donc le chef de file ne peut pas être un laboratoire par exemple. Et les consortiums sont constitués de maximum 6 partenaires.
pour les projets monopartenaires qui sont portés par des entreprises toutes seules, l'assiette minimale, donc le budget minimal attendu, est de 2 millions d'euros. Et c'est uniquement pour les PME. C'est-à-dire que les grandes entreprises et les ETI ne peuvent pas être monopartenaires. Donc ça, il s'agit d'une évolution assez importante par rapport aux vagues précédentes d'IDEMO. C'est-à-dire qu'il y a eu un abaissement de l'assiette minimale pour les projets monopartenaires. Là où avant, on était plutôt sur une assiette minimale de 4 millions. Aujourd'hui, donc sur cette dernière vague, on a un élargissement des entreprises et des projets qui sont attendus, notamment sur la partie monopartenaire. Et donc ce qui va être financé, ça va être des travaux de R&D et d'innovation. Donc des travaux qui vont permettre d'acquérir des nouvelles connaissances, notamment sur des secteurs de pointe, développer des démonstrateurs, valider des technologies génériques dans des environnements représentatifs. Et donc le niveau de maturité technologique qui est attendu au démarrage, c'est vraiment un TRL entre 3 et 6. Et donc ça, très concrètement, ça veut dire qu'on a validé la technologie au niveau du laboratoire, par exemple, ou en tout cas au niveau d'une échelle qui n'est pas encore représentative des contraintes que peut représenter un déploiement industriel ou une commercialisation. Et le TRL qui est visé à la fin des projets, c'est un TRL qui est assez haut, donc 7, 8, voire même un TRL 9. Concrètement, ça veut dire qu'à la fin du projet, vous commercialisez le produit ou le service que vous faites financer. La durée indicative des projets, donc c'est minimum 36 mois, ça peut aller jusqu'à 60 mois. Et donc voilà, c'est vraiment financer ce passage de la preuve de concept à un démonstrateur en environnement représentatif. Les critères à respecter pour être éligible, donc on est globalement sur 5 grands critères. Le premier, et ça reviendra un peu tout au long de la présentation, c'est une innovation majeure et donc vraiment une différenciation très importante par rapport à l'existant, notamment par rapport à l'état de l'art scientifique. On a vraiment un dépassement de ce qui se fait aujourd'hui au niveau du marché ou au niveau scientifique. Et il faut que ça ressorte au niveau des projets qui sont déposés pour ce financement. Il faut préalablement identifier toute la chaîne de valeur qui est impliquée. Ça, c'est super important également. Notamment, ça va être les différents sous-traitants avec lesquels vous pouvez travailler, donc les fournisseurs de services, les équipementiers. Et dans la chaîne de valeur également, et ça rejoint le 3e point, donc il faut aussi identifier vos clients, à qui vous vendez la solution, comment vous vendez la solution, comment vous approchez votre marché. Donc tous ces éléments doivent être vraiment bien identifiés en amont du dépôt du projet. La stratégie de la propriété intellectuelle est également au cœur de ce financement. Il faut être capable au fait de protéger les résultats du projet et de justifier d'une défensabilité assez importante du projet. Et enfin, sur les performances environnementales, donc ça, c'est commun à l'ensemble des appels à projets et des concours, que ce soit IDEMO ou autre, il faut respecter le principe de DNCH, donc ne porter aucun préjudice important à l'environnement. Et globalement, on n'a pas forcément aujourd'hui une idée claire de la dotation de ce financement de manière spécifique, mais les objectifs transversaux du plan France 2030 permettent de donner un peu une idée globalement de comment sont ventilés le financement des différents projets. Et donc on en a globalement la moitié qui sont consacrés à la transition écologique et à la décarbonation, et l'autre moitié qui est consacrée à des acteurs émergents porteurs d'innovation. Et par acteurs émergents, ça va être des startups et des PME innovantes. Qui peut candidater à l'appel à projet IDEMO? Donc globalement, les entités éligibles, ça va être les entreprises, ça va être aussi des laboratoires, des organismes de recherche, quelle que soit la taille, la forme juridique ou le mode de gouvernance. Il y a quand même une intention qui est très particulière pour les acteurs émergents. Donc c'est vraiment, ils sont particulièrement ciblés dans le cadre de ce financement, notamment les startups et les PME, comme je disais. Il y a quand même quelques conditions sur qui peut candidater via quel parcours, soit en monopartenaire ou soit via des consortiums. Donc les projets monopartenaires sont exclusivement pour les PME. Donc ça, c'est un point qui est super important à garder en tête. Là où les projets collaboratifs peuvent être portés en chef de file par des grandes entreprises ou des ETI.
mais il faut minimum une PME ou une ETI dans le consortium. Et donc, possibilité aussi d'intégrer naturellement un grand groupe pour des projets collaboratifs. D'autres conditions obligatoires à respecter, il faut que l'entreprise soit naturellement immatriculée en France. Les travaux doivent être aussi réalisés sur le territoire national et les établissements de recherche et les centres techniques ne peuvent pas être chefs de file dans le cadre de consortium. Pour le financement et les modalités d'aide, donc on a des taux d'aide qui vont varier en fonction des structures et en fonction de la taille des structures notamment. Donc les petites entreprises, les PME sont globalement, surtout les petites entreprises plutôt, sont globalement favorisées en termes de taux d'aide dans le cadre de ce financement, avec un taux qui est de 45% quand on est sur des travaux de R&D hors consortium, et qui baisse de 35% pour des moyennes entreprises et de 25% quand on est sur des ETI et des grands groupes. Lorsqu'on s'inscrit dans le cadre de collaboration effective, c'est-à-dire lorsqu'il y a des laboratoires de recherche qui sont présents dans les consortiums, le taux de financement est bonifié. Il y a aussi une règle particulière pour les établissements de recherche. 100% des coûts marginaux sont financés dans le cadre de cet appel à projet. Et les coûts marginaux, ça va être les coûts qui sont induits par le projet en lui-même. C'est-à-dire c'est des coûts qui ne sont pas forcément structurels au niveau de l'organisme de recherche, mais qui sont vraiment induits uniquement par le projet. Ça peut être typiquement recrutement d'un personnel spécifique pour le projet ou l'achat de matériel spécifiquement pour le projet. Et 50% des coûts complets, donc ça va être les coûts complets inversement aux coûts marginaux, ça va être les coûts qui sont structurels au niveau des laboratoires ou des organismes de recherche. Une évolution aussi importante par rapport aux éditions d'avant, c'est qu'on n'est plus sur la distinction de recherche industrielle et développement expérimental qui avait une influence sur la part de subventions et d'avances remboursables. Aujourd'hui, on est globalement sur la moitié en subventions et la moitié en avances remboursables. Donc la part de subventions, elle monte à 100% pour les établissements de recherche. Tandis que pour l'avance remboursable, globalement, le remboursement il se fait aussi selon un échéancier qui est fixé lors du conventionnement de l'aide, qui est la dernière étape dans le cadre de ce projet IDEMO. Pour les dépenses éligibles, donc globalement, ça va être assez varié. Ça permet de couvrir vraiment l'ensemble des dépenses éligibles qui vont être rencontrées dans le cadre d'un projet de R&D ou d'innovation. Généralement, la plus grosse part est constituée quand même des frais de personnel, donc ça va être vraiment les ingénieurs, les chercheurs, les techniciens qui sont impliqués dans le projet. À cela s'ajoutent 20% de frais de fonctionnement qui sont fixés forfaitairement par le financeur. On a aussi les coûts d'amortissement qui sont pris en compte dans le budget, et donc ça va être au prorata de l'utilisation sur la durée du projet. Donc typiquement, un matériel qui est acheté, qui est amorti sur 10 ans, si le projet dure 3 ans. Donc c'est vraiment la part amortie sur les 3 ans qui va être pris en compte dans le budget. La sous-traitance aussi fait partie des dépenses qui sont éligibles, mais qui doit constituer maximum 30% du budget total. Et à cela s'ajoutent derrière également des frais de recherche contractuelle, des études de faisabilité, des frais de mission, et plus globalement, tous les coûts qui peuvent être directement liés au projet. Ça peut être aussi par exemple des frais de dépôt de brevets, etc. Quelques points d'attention par rapport à ça. BPI France a quand même le dernier mot sur les coûts éligibles et retenus pour le financement. Donc vous présentez un budget, mais derrière BPI France a vraiment la possibilité d'apporter des modifications en concertation avec les porteurs de projets, mais aussi avec les experts qui sont impliqués dans le process. Dans le cadre de consortium, lorsqu'on a un partenaire qui porte moins de 5% d'un budget, c'est considéré comme des travaux de R&D qui sont directement impliqués dans le projet. C'est-à-dire qu'au fait, on peut pas avoir un sous-traitant, on peut pas avoir un partenaire qui porte moins de 5% des dépenses d'un budget. C'est considéré comme de la sous-traitance. Et le comité décisionnel, il peut aussi refuser l'assiette de dépenses s'il estime que c'est incompatible avec la durée du projet qui est présenté. Donc globalement, l'information principale ici, c'est que vous présentez une assiette de dépenses,
mais derrière, celle qui sera retenue in fine et qui sera financée par BPI France se fait un peu en concertation via différentes itérations avec les différentes parties prenantes. Pour le processus de sélection, on est sur un processus qui s'inscrit dans un temps qui est assez long. C'est un des appels à projets qui prend le plus de temps en termes d'instruction, de par différentes spécificités. Donc globalement, la première étape, c'est vraiment le pré-dépôt, où là, vous déposez un premier dossier qui reste très allégé, qui est analysé par BPI France, et suite auquel il y a une première présélection qui est réalisée. Donc là, à ce niveau, il y a un filtre qui est quand même assez important qui est fait au niveau des projets qui sont retenus, notamment pour la deuxième étape, qui est l'audition, où là, vous présentez votre projet dans le cadre d'un entretien avec un jury d'experts. Et donc notamment, il y a BPI France qui est présent lors de ce jury, avec 2 à 3 experts sectoriels. Alors ça peut être des experts qui sont vraiment issus du secteur d'activité, ou aussi des experts qui vont être issus plutôt du monde académique, qui sont capables de challenger à la fois le projet dans sa dimension économique et financière, mais également dans sa dimension scientifique. Et donc suite à ça, il y a une décision pour entrer en instruction approfondie. Et donc une particularité au niveau des auditions, c'est que lorsque le budget présenté est inférieur à 10 millions, au jury sont présents BPI France, plus 2 à 3 experts, donc soit sectoriels ou issus du monde académique. Lorsque le budget est supérieur à 10 millions, on a systématiquement les ministères et le SGPI qui sont impliqués dès les auditions. Donc ça, c'est une particularité qui est importante à garder en tête. Suite à ça, globalement, 1 mois après, vous avez un retour sur est-ce que le projet est retenu ou pas. Et donc là, il y a un deuxième filtre qui est fait. Et suite à ça, on rentre dans l'instruction approfondie. Et donc, on présente un dossier qui est beaucoup plus détaillé que celui qui a été présenté lors du pré-dépôt et qui va être instruit par BPI France avec l'aide d'experts qui vont être mobilisés par BPI France pour les aider notamment sur quelques aspects particuliers du projet. Et donc, dans le cadre de cette instruction approfondie qui dure 3 à 4 mois, il faut prévoir aussi différentes itérations avec BPI France, donc à la fois sur le budget, sur aussi le projet en tant que tel, donc sa temporalité, les différents lots qui sont présentés. Il y a vraiment pas mal d'itérations qui sont menées lors de cette instruction approfondie. Et donc suite à ça, le projet est présenté à un comité de sélection, donc qui est constitué de représentants des différents ministères en fonction des projets, mais également du SGPI. Et suite à ça, il y a la décision d'octroi de l'aide ou pas. Et donc globalement, le processus de sélection, du début jusqu'à la fin, il prend entre 10 à 12 mois. Les critères de sélection, donc, ils ne sont pas forcément classés, donc ce n'est pas un classement des critères du plus important au moins important. La réalité, c'est qu'il s'agit très souvent d'une appréciation qui est assez globale, et en fonction des projets, certains critères vont être plutôt mis en avant plus que d'autres. Globalement, les critères sont vraiment le positionnement technique du projet. Quel est le niveau de rupture qu'on propose par rapport à ce qui existe ? Quelle est la différenciation technologique qui se traduit naturellement par une différenciation sur le marché que vient financer ce projet. Le programme de développement, donc c'est vraiment le projet en tant que tel, avec les différents lots, est très très regardé. Il faut qu'il soit à la fois assez ambitieux, mais également réaliste dans sa concrétisation. Et donc BPI France et les différentes parties prenantes sont très 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 attentifs à la qualité de ce projet, à la robustesse aussi du planning qui est proposé, et aussi aux différentes compétences qui sont impliquées. La capacité technique et commerciale du porteur de projet, ça aussi c'est un élément qui est assez important et qui est très regardé. Est-ce que le projet s'inscrit dans des enjeux stratégiques et de souveraineté? Et donc ça rejoint ce qu'on disait dans la toute première slide. L'impact socio-économique du projet, à la fois sur l'entreprise, mais aussi sur le territoire et sur les filières. Et enfin, l'adéquation avec les besoins du marché. Est-ce qu'on a vraiment un besoin qui est exprimé? C'est quoi le point de douleur qu'on vient adresser? Et quelles sont aussi les performances nécessaires qu'il faut atteindre pour pouvoir adresser ces points de douleur?
Donc tous ces éléments, c'est des critères qui sont, comme je disais, qui vont plus ou moins dépendre de chaque projet. Mais globalement, c'est souvent un mix de ces différents aspects qui vont être regardés et challengés aussi par BPI France et par les différents experts lors des différentes auditions et lors de l'instruction approfondie. Et donc c'est vraiment ces différents aspects qu'il faut bien mettre en avant et bien préparer en amont du projet pour pouvoir garantir toutes ces chances de succès. Le profil type et les étapes du processus global. Alors ici, on passe vraiment sur la partie un peu plus pratique et qui est issue plus de notre expérience sur ce financement. Globalement, les profils types qui sont attendus dans le cadre de cet appel à projet, ça va être des projets qui sont vraiment deep tech. On l'a dit un peu tout au long de cette présentation. On l'a un peu dit tout au long de cette présentation, mais vraiment ce qui est attendu dans le cadre de cet appel à projet, ça va être des projets deep tech avec des budgets qui vont être souvent de l'ordre de 5 à 6 millions, qui vont aussi parfois dépasser les 10 millions. Il n'y a pas de plafond en termes de budget à présenter. Et donc l'idée vraiment, c'est d'entrée de jeu, d'essayer de brasser assez large en termes de dépenses que vous mettez dans vos budgets. De toute façon, ça va être challengé et ça peut être reprécisé lors des auditions et lors des étapes d'instruction approfondie. Et donc, au niveau des différentes étapes, pour le pré-dépôt, très concrètement, ça prend la forme d'une présentation PowerPoint avec différentes slides, généralement une quarantaine, où vous présentez de manière générale la société, le projet, les chiffres clés. Et donc ça, notre conseil, c'est vraiment de soigner particulièrement cette présentation parce que c'est votre carte visite du projet. C'est vraiment la porte d'entrée que vous avez. Et l'objectif de cette première présentation, c'est de passer aux auditions. Et d'ailleurs, ça va être la même présentation qui va vous servir de support de présentation lors des auditions face au jury. Et donc ensuite, pour le dépôt complet et le dossier détaillé, là, l'idée, c'est vraiment d'aller beaucoup plus en profondeur par rapport à ce que vous avez mis dans le premier dossier allégé. Donc c'est souvent un dossier qui va être d'à peu près une 60aine de pages, avec un business plan sur un horizon de 5 ans. Donc il faut une capacité de projection qui est assez importante. Et donc là, on est plutôt sur une description qui est vraiment très approfondie, à la fois du projet, mais aussi de l'entreprise, sur l'ensemble des aspects. Et effectivement, ensuite, il y a différentes itérations qui sont faites avec BPI France et avec l'expert. Et au fait, avec BPI France, globalement, vous aurez une personne qui sera chargée de l'instruction du dossier, qui sera impliquée donc dans l'instruction de votre dossier. Et elle est souvent accompagnée par un ou plusieurs experts qui vont surtout regarder la pertinence scientifique et technologique du projet qui est présenté. Il y a aussi les divisions juridiques et de propriété intellectuelle de BPI France qui sont impliquées dans le processus, qui vont venir challenger toute votre stratégie de propriété intellectuelle, votre stratégie réglementaire aussi. Typiquement, par exemple, pour des projets dans la santé, on va vraiment challenger votre roadmap réglementaire. Donc voilà, il y a différentes itérations qu'il faut anticiper dans le cadre de cette instruction approfondie. Et ensuite, la timeline réaliste du pré-dépôt jusqu'à la réception des fonds est à peu près d'1 an. En fait, il faut vraiment compter à peu près 12 mois jusqu'au moment où vous avez vraiment les fonds, si tout se passe bien au niveau du compte. Le versement des différentes tranches de l'aide, donc ça aussi c'est un élément qui est assez important et qu'il est très important d'anticiper, et ça fait partie aussi de toute façon des éléments qui sont regardés et appréciés par BPI France dans le cadre de l'instruction. L'aide n'est pas versée d'un coup, c'est-à-dire qu'il y a différents versements de l'aide qui vous est accordée, et à chaque demande de versement donc d'une tranche intermédiaire, il y a un dossier technique qui est présenté, qui fait un peu un récapitulatif de là où vous en êtes sur l'avancement du projet. Il y a un état des dépenses acquittées qui est demandé aussi. Et au fait, vous vous engagez quand vous présentez un projet sur différents jalons techniques. Et donc il faut avoir validé ces jalons pour justement pouvoir débloquer ces différentes tranches. Et donc ça, très concrètement, ça implique que vous devez avancer les frais.
Et donc il y a un délai de traitement naturellement de la part de BPI France à chaque demande de versement. Et donc il faut une solidité financière. Et donc ça c'est très important et ça fait partie aussi des critères et des éléments que va regarder BPI France. Est-ce que vous êtes capable, sur une durée de 36 mois minimum, d'avoir assez de solidité financière et donc d'une capacité de BFR qui vous permet d'avancer ces frais, d'avancer sur votre programme de recherche et d'innovation que vous présentez. Et donc typiquement, ça c'est un exemple indicatif, mais en réalité ça dépend beaucoup au fait de chaque projet qui est présenté. À la signature, vous pouvez avoir une première partie de l'aide, généralement entre 20 et 30%. Et très souvent, sur une durée de 36 mois, on va être sur 3, 4, voire plus de jalons techniques, chaque jalon correspondant au déblocage d'une tranche de l'aide. Et donc, il est très important d'anticiper ce BFR, comme je disais. Quelques conseils pratiques un peu plus opérationnels. Donc, comme vous l'aurez compris, il s'agit de financements qui sont assez costauds avec des temporalités qui s'inscrivent dans une durée qui est assez longue. Il faut donc être capable de suivre et de documenter les différents travaux que vous réalisez. C'est demandé de toute façon à chaque étape de versement. Et donc ça, c'est très très important. Et souvent, surtout auprès de start-up et de PME, ce n'est pas forcément toujours un réflexe, mais c'est très très important dans le cadre de ce type de projet qui, comme je disais, sont d'une durée minimale de 36 mois. Il faut aussi anticiper l'impact sur le crédit d'impôt recherche. Donc, étant donné qu'il s'agit de subventions et d'avances remboursables, il faut retirer au fait les montants qui sont touchés chaque année de l'assiette de calcul du crédit d'impôt. Et donc, plus spécifiquement sur les dépôts, sur la constitution des dossiers en eux-mêmes, il y a différents points qu'il faut anticiper et qu'il faut mettre directement soit dans la présentation de pré-dépôt, soit dans le dossier détaillé. Donc, c'est vraiment démontrer la rupture technologique par rapport notamment à l'état de l'art, mais aussi par rapport à vos concurrents. Il faut articuler aussi votre projet par rapport aux enjeux du plan France 2030. Lorsqu'on est sur un consortium, il faut que le consortium soit pertinent. C'est-à-dire que chaque partie prenante du consortium, il faut qu'elle apporte un plus par rapport aux différents autres partenaires. La stratégie de propriété intellectuelle est très importante. Il faut que ça soit anticipé, il faut qu'on soit sur une stratégie qui est solide et qui dépende aussi de votre secteur d'activité. Les retombées, il faut qu'ils soient quantifiables et mesurables, à la fois au niveau de l'entreprise, mais au niveau aussi national, en termes de création d'emplois, en termes de chiffre d'affaires prévisionnel, en termes d'investissement, sur le territoire. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il faut mettre en avant. La solidité financière, c'est un financement qui s'adresse vraiment à des boîtes qui sont capables d'engager des projets de financement sur différentes années. La documentation, donc ça rejoint le point sur le suivi et sur les décaissements des différentes tranches. Et enfin, la labellisation de son projet est un point qui est aussi très important parce que ça vous permet très concrètement d'augmenter vos chances de décrocher ce financement, ne serait-ce que par le fait que vous aurez accès à des retours d'experts avant de déposer votre projet. Et donc ça, c'est quelque chose de très précieux parce que très souvent, ça va être à peu près les mêmes retours que vous aurez après. Et donc ça vous permet d'avoir des informations ou des conseils que vous pourrez intégrer en amont du dépôt. Et donc ça, voilà, c'est quelque chose qu'on conseille et qu'on recommande très fortement. Donc pour le calendrier, globalement, la première relève était donc pour le 24 novembre 2025. Donc la prochaine est plutôt pour le 24 février, donc ça sera la deuxième. Après ça, on est sur 2 autres relèves sur 2026, donc une en mai et une en septembre. Et donc, étant donné qu'on est, comme je disais, sur des projets qui s'inscrivent sur la durée, qui demandent quand même des argumentations qui sont assez solides, notre conseil, c'est vraiment de prendre le temps en amont de chaque relève, globalement entre 1 mois et 6 semaines minimum, pour prendre le temps de constituer le dossier, penser aux différents points, penser aussi à se faire labelliser. Donc ça, c'est très important. Et pour finir, donc une présentation de Sharpstone. Donc nous, on est un cabinet de conseil en financement d'innovation. Donc on accompagne nos clients sur l'ensemble de leurs enjeux de financement et
plus particulièrement sur les appels à projets et les concours nationaux, avec une promesse qui est d'avoir des intérêts qui sont 100% alignés avec ceux de nos clients, avec un modèle de facturation qui est au succès. On s'occupe du montage complet des dossiers, de la préparation aux auditions, donc vraiment on est présent à chaque étape de ces différents appels à projets, et donc on suit jusqu'au conventionnement, donc à l'édition des contrats. Notre promesse aussi, c'est d'avoir un interlocuteur pour l'ensemble de vos financements. Donc l'idée, c'est pas de repitcher à chaque fois votre projet à différentes personnes, c'est une personne qui vous suit sur les différents sujets et de la création jusqu'à bien plus tard. Et notre expertise, c'est vraiment au niveau des dispositifs de France 2030. On a vraiment une connaissance assez approfondie de ces différents dispositifs, du fait qu'on a eu la chance et l'opportunité d'accompagner beaucoup de projets qui ont eu des beaux succès sur ces différents appels à projets, et notamment IDEMO. On a une équipe d'ingénieurs, essentiellement des ingénieurs généralistes, donc on a aussi une capacité à challenger et à bien retranscrire généralement les aspects scientifiques et techniques des projets. On a aussi des réseaux d'experts et de partenaires, notamment Cap Digital, avec lesquels on peut vous mettre en relation sur des aspects particuliers de vos projets. Et dans le cadre du partenariat avec Cap Digital, on a aussi une réduction sur la grille tarifaire habituelle qu'on propose. Et pour la prochaine date de relève, je vois qu'ici on est sur la 24 novembre 2025, mais c'est une coquille, donc ce sera plutôt pour février 2026. Voilà. Merci Ilias. Donc quelques questions. Avant, je précise par rapport à ce que tu as dit que si vous voulez effectivement le retour de Cap Digital sur votre dossier avant le dépôt, nous, il faut, comme d'habitude, venir nous voir 3 semaines avant à peu près, dans l'idéal, hein, surtout si vous voulez un retour. Après, sur les questions, avant je passe aux questions là, moi j'en avais 2 qui m'interpellent un peu. C'est comme ça un appel à projet un petit peu, on l'a dit plusieurs fois, générique, pas thématisé. Mais d'un autre côté, tu as passé un peu de temps à présenter un contexte avec des technologies critiques notamment. Et je me demande comment je fais pour savoir si j'ai une technologie critique recherchée dans cette AAP avant de candidater ou pas. Alors, sur les technologies critiques, alors ça fait partie des technologies qui sont ciblées par cet appel à projet, mais plus globalement, ça va être surtout des projets, comme je disais, qui sont plutôt deep tech, donc à très forte dimension de différenciation technologique. Les technologies critiques, ça va être plutôt sur le critère d'adéquation avec les objectifs du plan France 2030, qui reste quand même un des points importants de cet appel à projet. Et donc dans les technologies critiques, ça va être la cybersécurité, ça va être la santé, ça va être l'IA aussi. Donc c'est vraiment toutes les technologies qui sont citées de manière très explicite dans le cadre du plan France 2030, qui ont, à notre sens, peut-être un peu plus de chances de s'inscrire dans ce qui est attendu dans cet appel à projet. Mais plus globalement, ce qui est attendu, ça va être plutôt sur des projets deep tech. Et très souvent, quand on se positionne sur des technologies critiques, on est très souvent deep tech. Donc voilà. Ok. Peut-être une question qui m'interroge aussi, parce que je n'ai pas la réponse et je ne sais pas quoi répondre si on me la demande. Vous, en tant que cabinet, vous déconseillez ou ça ne pose pas de problème de dépasser le seuil des 10 millions ? Non, il n'y a absolument pas de... C'est pas plus sélectif ou plus... Alors, naturellement, quand on dépasse le seuil de 10 millions, et plus le budget est important, et plus les BPI France et les différentes parties prenantes qui sont impliquées dans le processus vont être attentifs et challengeants. Nous, on ne recommande absolument pas de ne pas dépasser les 10 millions. Au contraire, s'il y a un projet qui est pertinent et qui a la capacité d'engager un projet sur une longue durée avec un budget qui est supérieur à 10 millions, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, dans le cadre de cet appel à projet, il n'y a pas véritablement de plafond. Après, quand on est sur un budget à plus de 10 millions, il y a certaines particularités, notamment le fait qu'on va avoir le SGPI et les ministères qui vont être impliqués dans le processus de sélection bien en amont par rapport à des budgets qui en sont inférieurs à 10 millions. Et donc ça implique naturellement d'être plus challengé par ces différentes parties prenantes. Donc voilà. Non, nous, on ne déconseille pas de déposer des budgets à plus de 10 millions, mais il faudrait être attentif. Et, voilà.
Quelques petites questions techniques. Quels sont les critères et leurs valeurs qui marquent la différence entre les catégories petites entreprises et moyennes entreprises? Alors, pour les petites entreprises, il me semble que c'est moins de 50 personnes. Il me semble aussi. Je crois hop. Je ne sais plus si je l'ai précisé ici. Alors, c'est pas précisé. Il me semble que pour petite entreprise, ça va être moins de 50 personnes. Et pour les moyennes entreprises, ça va être plus de 50 personnes. C'est un bilan inférieur à 50 millions, un truc comme ça. Ça, c'est pour les PME, effectivement. Sur le bilan et sur les conditions de chiffre d'affaires, c'est les mêmes entre petites et moyennes entreprises. Et petites et moyennes, ça jouera juste sur le nombre exactement. de personnes. Mais c'est à vérifier. Ok, à vérifier. Oui, alors une petite question qui est qu'on peut retrouver généralement quand on fait des appels à projets en France, sur des guichets nationaux. Possible d'avoir des partenaires de recherche en dehors de France. Donc effectivement, ils ne seront pas financés, mais est-ce que c'est intéressant de les présenter, de les citer dans le projet? Et aussi, quand on fait des sous-traitants, ça peut être un partenaire étranger? Ça peut être un partenaire étranger. Par contre, dans ce cas-là, il faut être capable de justifier le fait de passer par justement un partenaire étranger. C'est-à-dire que BPI France va poser la question de est-ce qu'il n'y a pas un partenaire en France qui est capable de faire la même chose? Et donc ça va plutôt se jouer à ça. C'est est-ce qu'on est capable de défendre une expertise très spécifique ou vraiment des points très particuliers qui sont présents chez ce partenaire étranger et qu'on ne retrouverait pas facilement chez un partenaire en France. Et donc c'est ça qui fait la différence. Et après, sur le deuxième point, c'est possible d'inclure des prestations de la part de partenaires étrangers dans les budgets, mais il faut être capable de justifier ça. Et de préférence, il faut que ce soit des partenaires qui sont présents en Europe. De notre côté, on a très rarement vu la prise en compte de partenaires ou de sous-traitants qui sont en dehors du continent européen. Mais on a bien déjà vu aussi la prise en compte de partenaires, soit en Belgique, soit en Allemagne. Donc non, c'est possible. Mais tout l'enjeu, c'est vraiment sur la justification de pourquoi ce partenaire et pas peut-être un partenaire en France qui ferait la même chose. Ok, de toute façon, c'est la logique du marché unique, j'imagine. Bon. Notamment pour la sous-traitance. Donc, maximum de partenaires si on veut candidater? 6 partenaires. 6. Exactement. Est-ce qu'il y a des synergies possibles avec d'autres dispositifs comme alors, première usine, C3IV? Alors, première usine, c'est fermé pour moi. Je ne sais pas s'il reviendra. Non, pour moi, il est encore ouvert. Ok. Ouais. Et synergie? Il y a toujours la possibilité d'avoir des synergies entre les différents appels à projets. Tout l'enjeu étant d'un côté déjà d'être capable de mener des différents projets en parallèle, ce qui n'est pas forcément évident et ce qui demande quand même une certaine maturité et une certaine capacité financière. Et après, sur l'exemple, parce que ça a été cité, sur la compatibilité avec un première usine ou autre, c'est tout à fait possible. Un première usine ne viendra pas financer forcément les mêmes dépenses qu'un IDEMO. Donc c'est possible d'avoir les deux. Il faut être transparent là-dessus. C'est-à-dire que si on a la volonté de déposer des dossiers sur IDEMO, mais aussi sur première usine, de toute façon, ça fait aussi partie des questions qui sont demandées lors de l'instruction approfondie. Et il faut être assez transparent là-dessus. Mais c'est tout à fait possible. En fait, les différents appels à projets viennent souvent financer des typologies de dépenses qui sont assez différentes. Première usine, ça va être très axé sur les CAPEX, et notamment pour le financement d'un premier, par exemple, une première usine ou un premier démonstrateur. Donc ça peut être pertinent, effectivement, d'avoir un première usine qui vient porter des dépenses plutôt sur le CAPEX et sur les gros investissements. Un IDEMO qui viendrait plutôt financer les travaux de R&D qui sont associés à la montée en échelle. Ça peut très bien se faire. Donc non, il n'y a pas de contre-indication spécifique par rapport à ça. Ok. Et peut-être une autre question, est-ce qu'il est possible de valoriser
de capitaliser sur une démarche auprès de France Expérimentation DITP. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, Je peux demander de préciser. À préciser si vous voulez une réponse. Mais... Alors, je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais... J'imagine que c'est quelqu'un qui a fait une expérimentation ou un projet autour de France Expérimentation et qui souhaite et qui se demande si ça peut être un atout ou quelque chose comme ça. Alors c'est toujours un atout, de présenter tous les travaux qui permettent de montrer là où on est aujourd'hui. Et donc au fait, c'est toutes les expérimentations qui auraient été faites avant le projet. En fait, IDEMO, il vient faire la transition entre un projet qui va être confronté, enfin qui a été validé au niveau du laboratoire, par exemple, ou dans un environnement qui n'est pas forcément représentatif d'un environnement de commercialisation ou d'industrialisation. Donc au fait, s'il y a des résultats avant d'expérimentation qui permettent de montrer qu'on est à un niveau, qu'on a validé la technologie, ça c'est toujours le bienvenu. Après, spécifiquement sur celui-là, c'est positif, oui. C'est toujours positif de présenter justement là où on en est et le fait qu'on ait validé la technologie au préalable. Ok, merci. Je ne vois pas d'autres questions, donc je pense qu'on est bon. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle ou... Salle, non. Allez. Merci, Ilias. Alors, pour continuer un petit peu sur les appels à projets nationaux, on a le concours aussi ILAB. Donc on en est à la 28e édition. Permet de détecter des projets de création d'entreprises et de technologies innovantes et de soutenir les meilleurs d'entre eux grâce à une aide financière et un accompagnement adapté. Donc, projet de création-développement dans la faisabilité technique, économique et juridique est établi, peuvent concourir s'ils donnent lieu à court terme à une création d'entreprise ou les projets d'innovation portés par les sociétés de moins de 2 ans. Donc un parcours où on peut candidater pour des entreprises de moins de 2 ans ou si on veut créer son entreprise rapidement. Donc critères de sélection, donc là on est toujours sur des AAP génériques, donc pas de thématique ciblée. Capacité innovante, caractère innovant de la technologie et preuve de concept établi, viabilité économique du projet, potentiel significatif de développement et de création de valeur, y compris internationale, motivation, disponibilité et capacité du candidat à créer et développer une entreprise, à diriger une équipe et à nouer des partenariats, capacité du candidat à s'impliquer dans le projet, qualité de la complémentarité de l'équipe, maîtrise de la propriété intellectuelle et des droits des tiers, impact environnemental du projet, impact société du projet. Donc, les budgets vous pouvez prétendre jusqu'à 1 million d'euros. Durée des projets de 12 à 36 mois. L'aide, alors la forme d'aide, ça sera 600K de subvention plus un accompagnement. Les candidatures doivent être déposées au 3 février 2026. Donc, on vous demande de venir nous voir si vous êtes intéressé par une labellisation d'ici le 13 janvier 2026. En particulier, si vous voulez des retours pour améliorer votre dossier. Donc, important de respecter cette date. Pour continuer sur un petit peu les appels à projets qui vont nous occuper, on va dire, au début de l'année prochaine, on va passer aux appels nationaux thématiques, pour le coup. Donc il y a les deux autres relèves sur l'AAP pionnier de l'IA. Donc tout en sachant qu'il y avait déjà une relève en novembre. Là on parle bien de la phase 1 parmi les 3 phases. Donc la phase 1 qui est la démonstration de la faisabilité technique de la solution envisagée. Donc objectif du dispositif pionnier d'IA, c'est de soutenir des projets de R&D à fort potentiel de rupture technologique qui soit capable de générer un impact durable sur l'économie et de contribuer à la souveraineté nationale grâce à des innovations en intelligence artificielle. L'objectif de cet appel à projet est de soutenir une diversité
de projets, y compris des projets émergents ou à fort degré d'incertitude. Et contrairement aux dispositifs traditionnels, et c'est un petit peu la novation de cet appel à projet, il repose sur une instruction simplifiée, notamment sur cette phase 1, sur une approche des décisions rapides et une approche itérative, c'est-à-dire qu'il y a différentes phases des projets qui sont suivis, qui pourront progresser tout au long de leur vie. Avec la phase 1, là, donc l'étude de faisabilité, ils pourront après, s'ils sont resélectionnés, en resoumettant un dossier en phase 2 pour faire des démonstrateurs et aller jusqu'aux phase 3 en resoumissionnant et en étant validés pour la réalisation de MVP de TRL 7 à 8. Donc, la nature des projets attendus, si vous êtes intéressé, on attend de vous de mettre en œuvre une innovation technologique qui a un impact transformant sur un domaine d'application démontré par le traitement d'un cas d'usage identifié, avec en particulier les sujets, les interactions des modèles avec des environnements complexes. Donc, sont cités l'IA appliquée à la robotique et les IA agentiques. L'architecture des modèles, avec par exemple l'interaction avec le monde physique, et des méthodes d'entraînement, donc travailler sur des données synthétiques, corpus multimodaux, etc. Deuxième paramètre à avoir en tête quand on veut présenter un projet, il faut que vous adressiez des domaines prioritaires donc, qui sont au nombre de 4, production industrielle, santé, transition écologique, sécurité, tout en sachant que pour la sécurité, on a une définition extensive, vous pouvez faire de la cybersécurité. On vous conseille plutôt d'aller, quand on a fait la présentation, quand on a écouté la présentation SGPI, on vous conseille plutôt d'aller dans ces 4 thématiques prioritaires, parce que dans les autres sujets, c'est possible, mais c'est vraiment pas prioritaire a priori, de ce que j'ai entendu. Et troisième élément à avoir en tête quand on veut proposer un projet, c'est la capacité à mobiliser des bases de données inédites et des bases de grand volume. Donc après, au niveau des paramètres pour candidater, plus de l'appel à projet, d'éligibilité, on va dire, vous pouvez venir en projet individuel ou collaboratif, tout en sachant que là, pour le coup, le maximum, c'est 3 partenaires, toutes phases confondues. Vous pouvez faire des montages de laboratoires publics, de PME et de TI. Dans le cadre d'un collaboratif, le portage, ça sera de la PME et de l'ETI. Dans le cadre d'un laboratoire public, il faudra prévoir soit la volonté de créer une entreprise, soit de faire du transfert technologique à un moment avec une entreprise existante. Pour l'aide sur la phase 1, je parle bien de la phase 2, de la phase 1, puisque c'est la relève dont on parle. Donc des aides à 100 à 200 000 euros. Après, pour vous faire une idée, vous pouvez monter, si vous passez toutes les étapes et vous allez jusqu'au bout, en phase 3, vous pouvez prétendre jusqu'à 8 millions d'euros. La durée en phase 1, c'est 6 à 12 mois. Le taux d'aide, on va retrouver le taux d'aide générique France 2030 de 25 à 60% pour les entreprises, ce qui variera en fonction de votre taille d'entreprise, du niveau de RD que vous faites, type de RD que vous faites, et aussi si vous faites de la collaboration effective ou pas. Donc du collaboratif, et comme présenté tout à l'heure, de 50 à 100% pour les académiques, selon la méthode dont ils choisissent. Et pour cette phase 1, et uniquement pour cette phase 1, retenir que la répartition de l'aide, c'est 100% en subvention. Donc, les deadlines à avoir en tête pour candidater. Donc la prochaine relève, c'est le 10 mars 2026. Nous, on vous demandera de venir nous voir pour un label le 19 février à peu près. Et il y a des autres relèves. Il y aura une dernière relève en juin 2026. Après. Un autre appel à projet qui va nous occuper en début d'année rapidement. Transition numérique de la culture et appropriation de l'intelligence artificielle. Donc AAP qui vise à accélérer la transition numérique des secteurs culturels et créatifs à travers le développement, l'appropriation et le déploiement de technologies innovantes telles que l'intelligence artificielle, afin de renforcer la compétitivité et la résilience de la filière des industries culturelles et créatives françaises. Voilà.
cherche à répondre à plusieurs enjeux par cet appel à projet qui illustre les transformations de ce secteur, l'accès aux compétences et l'intégration des innovations, le développement et la maîtrise de la chaîne de valeur, la découvrabilité des contenus culturels francophones et de promotion de la diversité, souveraineté technologique, culturelle et soutenabilité, maîtrise des données, sécurisation et répartition des droits, notamment. Et aussi, on peut traiter la lutte contre la désinformation dans cette AP. Les thématiques de projet attendues, vous pouvez en traiter plusieurs ou un seul, selon votre projet. Donc, un premier thème qui est accompagner le développement de solutions contribuant à la création et au développement de nouvelles expériences culturelles et artistiques. Second thème possible à traiter, accompagner le développement de solutions de partage et de valorisation des données. Et un dernier thème qui est accompagner le développement de solutions permettant de sécuriser l'exploitation des contenus et la rémunération des ayants droit. Alors, au niveau des petits paramètres, donc vous pouvez candidater en individuel ou collaboratif. Nous, on avait reçu les financeurs qui avaient exprimé le souhait de plutôt privilégier du collaboratif. Ils étaient venus chez nous. Mais après, vous pouvez y aller, ça c'est juste une indication. Après, qui peut venir, qui peut participer et être financé, toute entité exerçant ou non une activité économique. Budget supérieur à 400 000 € pour être éligible. Durée 12 à 36 mois pour les projets. TRL niveau 4 au début de projet et 7 en fin de projet. Alors, le taux d'aide, il n'est pas précisé dans le cahier des charges, mais nous, des appels à projets qu'on a accompagnés, qui ont été financés sur des AAP culturels, notamment culture immersive et métavers, ça peut aller jusqu'à plus de 50%, et généralement, c'est assez proche de ce qu'ils demandaient, donc ça doit être assez standard. Donc voilà, vous pouvez prendre vos habitudes standards au niveau pour vous faire une idée du financement possible. Répartition de l'aide, subvention, 60% max plus avance remboursable de 40% dans le cas général. Après, voilà, comme il y a des activités non économiques, il n'y aura pas d'avance remboursable. Voilà. Les deadlines, donc fin avril pour cette nouvelle relève. Venez nous voir comme d'habitude 3 semaines avant. Surtout sur celui-là, parce que c'est des dossiers écrits, donc ça nous prend vraiment du temps. Sur les autres, on peut être plus flexible, mais là, quand on fait de l'analyse écrite, il faut plus respecter les délais. Il y aura des relèves en 2027. Et j'en profite peut-être pour finir sur cette section nationale, que si vous êtes intéressé par des présentations détaillées sur que ce soit pionnier d'IA, transition numérique de la culture et appropriation de l'intelligence artificielle, on a reçu les financeurs chez nous. Donc, si vous voulez de leur présentation détaillée, vous pouvez nous écrire pour aller plus en détail dedans. Je vais faire une dernière parenthèse en disant que l'actualité du premier semestre a confirmé qu'il nous occupera en appel à projet national. Il y aura aussi peut-être, parce qu'il avait été annoncé théoriquement en novembre, à la présentation de Pionnier de l'IA par le SGPI dans leurs locaux. Il devrait sortir normalement à confirmer un appel à projet sur la cybersécurité en décembre. Voilà, donc on se tiendra au courant là-dessus. Sur les questions, je n'en vois pas. Donc je pense qu'on va aller sur la prochaine étape. Oui, merci Alexandre. Je vais clôturer. Je vais passer assez rapidement parce qu'on est un petit peu hors délai sur les appels à projets régionaux, juste pour vous rappeler que ces dispositifs en soutien à l'expérimentation de la région Île-de-France, donc sur lesquels on est partenaire, sont toujours ouverts au fil de l'eau. Donc celui-ci sur la transition écologique des territoires qui vise à financer un projet d'expérimentation entre une start-up et une collectivité territoriale sur les 6 domaines clés prioritaires qu'on va retrouver ici. Voilà, donc je ne vais pas les détailler. Donc l'idée, c'est que dans le cadre de ce partenariat avec la région et avec la Fondation Solar Impulse et Construire au futur, habiter le futur, on peut vous accompagner dans cette recherche de terrain d'expérimentation, préqualifier le projet avec vous, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez
envie d'en savoir plus sur ce dispositif. Et donc il existe une version très similaire sur le domaine de la silver economy et du bien vieillir. Pour celui-ci, on est en collaboration en partenariat avec Silver Valley. Et donc voilà, là on a 5 domaines prioritaires clés qu'on va retrouver également en bas à gauche de la slide. Donc voilà, on fait cette même démarche de recherche de terrain d'expérimentation. Là-dessus, on va être plutôt sur des types de terrains type EHPAD, résidence autonomie, voilà, ce type de terrain d'expérimentation. Et également, le but, c'est de financer donc, des startups pour tester en situation réelle avant déploiement sur le marché. Dans les deux cas, c'est vraiment ouvert au fil de l'eau, donc vraiment contactez-nous si vous avez des questions, on sera disponible pour vous répondre. Voilà. Avant de clôturer, je vais appeler ma collègue Claire pour vous présenter donc un AMI de Climate Data Hub de la région Centre-Val de Loire. Merci. Bonjour à toutes et à tous, donc Claire de Huissert. Je vais vous présenter donc l'appel à manifestation d'intérêt, mobiliser les données contre le réchauffement climatique. Cet appel à manifestation d'intérêt va être lancé le 11 décembre par la région Centre-Val de Loire et le Climate Data Hub et sera opéré par Cap Digital. Donc rapidement, pour ceux qui ne le savent peut-être pas, le Climate Data Hub est une initiative lancée par la région Centre-Val de Loire qui vise à mettre en commun des données utiles pour l'adaptation au changement climatique et également l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. L'objectif principal de cet appel à manifestation d'intérêt va être d'identifier, de tester et d'accompagner des solutions innovantes qui répondront donc aux enjeux du Climate Data Hub. L'ambition va être de sensibiliser aux usages de la donnée, de promouvoir des projets innovants donc d'intérêt territorial et de soutenir des approches inédites fondées sur le partage. Donc les objectifs pour les candidats vont être de répondre en présentant des démonstrateurs reposant sur du croisement de données, mais également donc, répondant aux attentes du coup, du territoire. Et l'objectif va être également d'apporter des solutions pour répondre à des problématiques d'optimisation de politique territoriale. Cet appel à manifestation d'intérêt va cibler tout type de structure, de toute taille, donc allant de l'association au laboratoire, aux PME grands comptes. Ces structures peuvent répondre en consortium ou seules. On va organiser donc avec Cap Digital et la région Centre-Val de Loire un webinaire d'information le 18 décembre à 14h. Donc je vous invite à vous y inscrire pour avoir plus d'informations quant aux attentes de la région Centre-Val de Loire, quant au calendrier et aux conditions de participation. Une page sur le site internet de Cap Digital va bientôt être disponible, donc vous pourrez retrouver toutes les informations et les ressources nécessaires. Et vous pouvez candidater jusqu'au 9 mars 2026. D'ici là, n'hésitez pas à me poser des questions à l'adresse de contact indiquée en bas de la slide. Vous vous inscrivez, donc vous aurez les typeforms de candidature sur le site internet de Cap Digital. Merci Alexandre. Et au webinaire, vous pouvez vous inscrire via un lien Livestorm, donc, qui sera également indiqué sur la page de Cap Digital. On le mettra dans la slide que vous recevrez à l'issue du webinaire pour que vous puissiez vous inscrire. Merci Claire. Et donc un autre événement qu'on organise, notre cycle haute densité organise son dernier événement de l'année ce jeudi de 18h à 20h30 sur l'intelligence artificielle open source, l'heure de l'industrialisation. Donc voilà, vous avez également le lien pour vous inscrire sur cette slide si vous êtes intéressé. Et enfin, notre projet, donc un partenaire Tech & Fest, donc, qui un salon qui sera organisé les 4 et 5 février 2026. Voilà, le but est de réunir du monde de la recherche et du business. Plus de 22 000 visiteurs attendus, 400 entreprises exposantes et partenaires et une offre d'exposition dédiée aux startups, donc à 1500 €, pardon. Et donc un billet visiteur à 550 €. Donc si vous voulez des informations supplémentaires sur cette offre que l'on permet, voilà, vous avez la personne de contact, donc notre collègue Bastien, pour vous répondre. Donc n'hésitez pas à le contacter. Merci à tous pour votre participation sur ce dernier corner de l'année et bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Merci.